Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se retrouve pour faire la grosse analyse de NXT 2.0 War Games. Oui, messieurs, dames, Orlando, Floride, USA, au WWE Performance Center, aux commentaires Bess Phoenix, Vic Joseph et Wade Barrett. Et pour cette review de ce NXT War Games 2021, vous m'avez peut-être identifié. Je suis votre dinosaure masqué Kelly, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner, pour encenser, pour analyser, pour décortiquer, pour mettre en PLS peut-être ce pay-per-view, ce NXT TakeOver War Games, laissez-moi vous introduire mon partenaire tag team gériatrique of the day, l'insubmersible, l'inamovible, l'indestructible, Papy. Salut Papy tonton. Bonjour tonton, salut. War Games en oui. déambulateur. On en a connu des guerres, hein. Ah bah oui, nous on a fait la troisième, la quatrième, après on est revenu à la première, enfin nous on fait des allers-retours comme ça, on se balade dans les guerres, et là on atterrit dans celle de 2021 qui se passe à NXT, alors le show arc-en-ciel, hein. Alors bon papy, hein, tout de suite on va mettre clairement l'affaire tout de suite là au milieu de la table, puisque tout simplement c'est la guerre des générations, on est d'accord? Tout à fait, là, c'est les petits merdeux là qui essaient de prendre le pouvoir. On se retrouve donc dans un choc des générations old school black and gold versus new school arc-en-ciel rainbow. Donc attention, ça va chier des ronds de chapeau. On est parti, peuple de catch-up, attachez vos ceintures. Papy et moi, on va se faire un plaisir de vous reviewer les 5 matchs de cette carte. Et ça va commencer tout de suite sur les chapeaux de roue, puisqu'on va avoir d'abord une première nouvelle peut-être un petit peu tristounette, hein, ça dépendra pour qui peut-être. Mais puisque Bess Phoenix va annoncer, puisque le show va s'ouvrir sur nos amis Wade Barrett, Vic Joseph et Bess Phoenix, et celle-ci va donc annoncer que c'est donc bien son dernier show en tant qu'annonceuse à la NXT. On va verser notre larme et c'est parti pour le show, le Women's War Games match. Team Gonzalez versus Team Kai. D'un côté, Raquel Gonzalez, Yoshirai, Cora Jade, Kaylee Ray. La Team Kai, c'est Dakota Kai, la NXT Women's Champion, mon cher papy. Mandy Rose, et les NXT Women's Tag Team Champions, mine de rien aussi, Gigi Dolin et Jessie James, le Toxic Attraction. L'attraction toxique s'est emparée de catch-up et ça va chier pendant 31 minutes, mon cher papy. C'est Dakota Kai et Kylie Ray qui vont commencer le match et qui direct, Dakota Kai va apporter les kendo sticks pour affronter Rek à la batte de baseball. Ça va acheter des armes dans tous les sens, ça va commencer à s'en envoyer. Dakota va prendre quand même le dessus un peu sur Ray au début, mais finalement va se choper un gros DDT. Ray va soulever Kai et va se prendre le mur de la cage. Puis une autre fois d'ailleurs pour faire bonne mesure. Donc ça va commencer comme ça commence dans une guerre. Alors on rappelle les règles, hein. Il y a un double ring, ils sont entourés d'une cage, tous les coups sont permis, no holds barred, on peut utiliser à peu près tout ce qui est à disposition. Alors ce qui est à disposition, c'est un peu le bordel, hein. Chaque petit à petit en fait les catcheurs ou catcheuses ramènent les objets. Alors ça va du kendo stick en passant par la chaise, en passant par les tables, en passant par tout un tas de trucs. J'en oublie. Ouais, les kendo stick et compagnie. Donc les catcheuses rentrent les unes après les autres. Après donc l'ouverture avec Kai et Ray, et petit à petit ça va rentrer, c'est Cora Jade qui va être la première femme libérée qui va débarquer avec son skateboard tout simplement sur le ring, hein, qui va frapper Kai avec plusieurs fois, qui va lui coller un Enzugiri, elle va lui mettre un Shining Wizard, plutôt pas mal, c'est un petit gabarit elle quoi, et elle va bien se relayer avec Ray pour prendre le dessus sur Kai qui commence à vraiment être en gros problème, tellement gros problème qu'elle va se prendre une grosse double suplex. Gigi Dolin va venir à la rescousse et elle va apporter une poubelle et un espèce de gros sac, alors un body bag, hein, je pense, sur le ring. Elle va jeter la poubelle à la gueule de Jade, puis elle va faire équipe avec Kai pour essayer de s'en prendre à Kaylee Ray. Ça va reculer dans les coins, ça va se prendre des coups de pied, des super kicks en stéréo. Jade et Ray vont quand même riposter. Jade va mettre la poubelle sur la tête de Dolin et va la frapper avec un gros drop kick. Après la poubelle sur Gigi, je crois que c'est Ray qui va frapper Dakota sur la poubelle. Bref, la poubelle va être un élément central pendant plusieurs minutes. C'est finalement notre japonaise
comment on l'appelle déjà Yoshirai. oui, Yoshirai. Et merci, papy. Yoshirai qui est libéré et qui apporte. Alors là, elle débarque avec les chaises. Hein. Limite, qui lui montait alors le rack de chaises a amené carrément jusqu'au ring. Mais finalement, ça va pas bien se passer pour le départ parce qu'elle va se faire tabasser et elle va se faire balancer dans la cage assez rapidement. Ça va s'échanger des coups. Les fans vont demander à Jade d'utiliser encore le skateboard, hein, mais Dakota va lui arracher. Alors les fans sont chauds, hein, ça envoie. Là, le Performance Center est bien chaud. On retrouve des ambiances, des belles ambiances de takeover quand même. Donc tout ça, ça nous emmène dans un monceau d'action avec tout ce qui est ramené. Il y a Dolin qui va même tenter un Frankensteiner et puis qui va faire la prise du chameau à Yoshirai pour les nostalgiques du catch des années 70. Jane va chercher à frapper Shirai, mais finalement on va frapper Dolin, pas de chance. Shirai va en profiter pour porter ses doubles coups de genou à Kai. Derrière, pour poubelle encore une fois, ah ouais, cette fois avec le couvercle. Ah oui, on va se servir du couvercle comme d'une arme en s'aidant du genou. Shirai va même coller un 619 à Jane et elle va se retrouver de l'autre côté du ring où là il y a Jade et Ray qui attendent avec une table. Jade va donc grimper au sommet de la cage et va plonger avec une espèce de Swanton Bomb, mais je sais pas si elle était modifiée ou ratée. Tu me diras, papy, ce que t'en as pensé. Et ça va Raté, je envoyer pense. quand même, ouais, raté quand même. Hein. Et ça va quand même envoyer Jane à travers la table. Hein. Mais on se demande si Jade, d'ailleurs, elle n'est pas blessée véritablement après cet atterrissage-là. Les officiels vont venir un peu au bord du ring. Il va y avoir un espèce de hiatus, un peu. Ça va chercher à entrer. Finalement, Shirai va fermer la porte sur eux. Elle va remettre elle-même en place l'épaule de Jade qui semblait être cassée donc après cette table traversée. Raquel Gonzalez enfin arrive dans le ring et met beaucoup. Alors elle pareil, à chaque fois qu'elles arrivent, les nanas elles mettent tout un tas de trucs là. Côté Raquel Gonzalez, ça va être les poubelles à nouveau. Kai va fermer la porte, Gigi va l'aider à la maintenir fermée, Gonzalez elle va attraper un extincteur et du coup elle va le pulvériser pour pouvoir ouvrir la porte. Alors je savais pas qu'un extincteur avait le pouvoir d'ouvrir une porte, mais à la WWE tout est possible. Gonzalez elle va casser la gueule à tout le monde. Écoute, ça dure 1 minute 40 parce qu'il y a eu un petit spot sur Twitter qui a été fait là-dessus, c'était assez marrant. Un espèce de clean house monstrueux de Raquel Gonzalez qui va mettre Dakota dans une poubelle, hein, qui va la balancer et qui va l'acheter telle une bonne trash, hein, c'est bien ça. Finalement, toutes les nanas vont se mettre à escalader la cage. Raquel va traîner Jen vers le bas, va lui mettre un spine buster. Puis elle va mettre Kai à nouveau dans une poubelle et c'est Shirai qui va mettre un moonsault. Finalement, Raquel, elle va aller voir quand même Cora Jade pour voir si qui est assise de l'autre côté du ring, qui bouge plus depuis un long moment, qui se tient à l'épaule. Mandy Rose, enfin, sort de la cage et le match War Games est officiellement lancé. Wouh! Et oui, les amis, parce que dans les règles de War Games, le match, la cloche ne retentit qu'au moment où tout le monde est bien dans le ring. Et là, là, c'est reparti avec tout le bordel, avec tous les cadavres et avec ceux qui sont encore capables de se battre. Mandy, elle va rentrer. Hein, Mandy, qui en Naughty Beach, là, qui va rentrer, qui va frapper Raquel Gonzalez avec une chaise. Elle s'en va sur l'autre ring, elle va traîner Cora par l'épaule blessée. Shirai finalement va l'attaquer. Elle va essayer de la retirer sur l'autre ring où les deux équipes se tiennent côte à côte. En fait, on va se retrouver avec un face-off hein, finalement avec les deux équipes là, le 4 contre 4, chacune d'un côté du ring. Ça commence à se bastonner, on commence à se frapper avec toutes les armes à disposition. Mandy elle va frapper Raquel avec un kendo. Gigi va coller un Hurricane Rana avec une chaise en acier. Finalement, Cora elle va revenir avec un kendo et va arrêter un peu les heals. Ça va se frapper à coups de kendo, mais Cora Jade elle va se retrouver submergée. Mandy elle va lancer un gros coup de genou, mais Jade va se dégager pour le compte de 2. Les 6 femmes vont se retrouver sur le même ring, et c'est Raquel qui va frapper, en fait, qui va mettre sa bombe, son espèce de power bomb là, pour mettre hors jeu Jane. Puis elle et Gigi mettent hors jeu avec des coups de pied au cul, quoi, des coups de pompe dans la gueule. Et finalement, toutes les nanas sont par terre. Il y a que Cora qui rampe et qui finalement au bout du bout va faire le pin sur Jane pour la victoire. 1, 2, 3, après 31 minutes de baston général, ce sont finalement Cora Jade, Yoshirai, Kaylee Ray et Raquel Gonzalez qui gagnent. Victoire des babyface sous les yeux très 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 énervés de Mandy Rose. Mon cher papy, je te laisse la parole. Qu'as-tu pensé un peu de ce Wargames, de cet opener de ce Wargames 2021? Ouais, je vais peut-être parler un peu pour te laisser reprendre ton souffle et reprendre un peu de salive dans ta bouche qui doit être bien sèche après un tel descriptif. C'était sympa. Après, tu vois, en t'écoutant raconter le Wargame, c'est là où tu te rends compte finalement
comment dire, du souci de cette stipulation. Enfin, ce que je pourrais dire un souci, c'est que finalement, ça commence vraiment qu'une fois que tu as les 8 catcheuses, en l'occurrence, qui sont dans le ring. Et donc, jusqu'avant, bah, c'est toujours le même cérémonial. Ça rentre un à la fois, et puis bah, tu domines à 2 contre 1, puis tu redomines à 2 contre 2, puis tu redomines à 3 contre 2, puis tu redomines à, etc., etc. Avec à chaque fois que tout le monde qui ramène ton bordel dans le ring. La pauvre Raquel Gonzalez qui met 3 plombs à servir de son extincteur. Manifestement, elle n'avait pas eu de formation secouriste. Pas bien, Raquel. Le jour où il y a un Eh incendie, oui, j'appelle pas moi. elle n'est pas passée au Et comité ah, CHSCT, donc ça, c'est pas bien. ah non, elle n'aura pas son badge, je pense. Euh, et puis donc voilà, en fait, ce wargame, il est particulier, j'ai trouvé, dans le sens où c'est super scénarisé sur la petite Cora Jade, dont tu as bien expliqué les moments. Donc le moment où elle botche un peu sa Swanton Bomb et où elle simule une blessure à l'épaule que lui remet Yoshirai. Un moment plus tard, quand tu parlais du face-off entre les face et les heels, elle est pas dans le face-off, en fait, elle est derrière en train de lécher ses blessures et c'est Kaylee Ray qui va la chercher en lui disant viens te battre, viens nous rejoindre en lui filant un kendo stick. Et au final, bah, c'est elle qui fait le tomber un peu venu de nulle part, alors que finalement elle n'a pas fait grand chose et puis enfin, pas fait grand chose. Dans le segment final, on va dire, et elle profite que tout le monde soit par terre et que Mandy soit immobilisé par Yoshirai pour voler le pin. Donc voilà, donc c'est elle qui est bien mis en valeur côté face. Je ne sais pas si c'est un choix pertinent parce que physiquement, elle pêche un peu par rapport aux autres. Bon, après, on verra ce que ça donne, hein, mais en tout cas, c'était clairement le focus sur elle. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que ça te sort un peu du match de temps en temps, vu qu'ils avaient tous ces petits passages où tu as la caméra qui était que sur elle. Bon, c'est un choix, on verra ce que ça donne par la suite. Sinon, quoi, que dire d'autre? Que dire d'autre? Bah, à noter que Toxic Attraction a une grosse pop, hein, pour un clan Heal, et notamment Gigi là, qui était acclamé par les supporters qui disaient Gigi. Je voulais absolument la voir. Je sais pas pourquoi c'est elle qui sort du lot parmi les trois, mais manifestement elle marche bien avec le public, donc bah, tant mieux pour elle. Plus effectivement, hein, sur Cora Jade, hein, c'est vrai que c'en était même presque surprenant au bout du déroulé du match, quoi. Par contre, moi, bon, écoute, j'ai été assez convaincu par Mandy Rose. Moi, j'ai presque regretté que Mandy Rose rentre finalement si tard que ça dans le match. En ce moment, enfin, elle est transfigurée, quoi. Vraiment, moi, Mandy Rose, brune, c'est sa couleur, et vraiment, je suis vraiment épaté par ce qu'elle est devenue. Elle reste pour moi moyennasse dans le ring, mais là, elle a développé un tel personnage que du coup, le in-ring devient presque secondaire. Et là, dans ces cas-là, ça veut dire que tu commences à réussir ton affaire. Donc vraiment convaincu. Il y a eu quelques passages assez sympas, quelques passages de clean house, quelques gros spots, en particulier avec Yoshirai. Dakota Kai, pour moi, reste une énigme. Finalement, j'ai beaucoup plus intéressé par les deux filles de Toxic Attraction, Gigi Dolin et Jessie Jane, que par Dakota Kai, finalement, qui me semble quasiment effacée par le Toxic Attraction dans ce match-là. Et elle se fait beaucoup tabasser, par contre, à son crédit, la Dakota Kai. Ah oui, elle prend, hein. Ah, elle se prend un nombre de spots, elle. Alors, elle se prend plusieurs fois les poubelles, les kendo sticks. Je crois qu'elle a pris à peu près toutes les armes qui ont été utilisées dans ce Wargames féminin. Dakota Kai, il y a un moment ou un autre, elle aura eu droit à un spot avec. Et donc, on peut pas lui enlever le fait qu'elle donne son corps à la science et que ça bosse dur. Donc, écoute, c'était. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt sympa globalement. C'est vrai que cette histoire de Wargames qui commence une fois seulement que tout le monde est rentré, c'est un peu bizarre comme système de règles, de règlements. Mais bon, on est habitué maintenant avec les années, hein, c'est comme ça que ça se passe, mais on le sait bien. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on tique un petit peu et puis on se pose à chaque fois la question, quoi. En tout cas, gros opener d'une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure pour ouvrir ce pay-per-view. Et on va continuer encore avec une ceinture défendue ce soir. Enfin, la première ceinture défendue ce soir, pardon. En l'occurrence, le NXT Tag Team Championship. Imperium, Fabian Aichner, l'Italien, et Marcel Bartel, l'Allemand, qui défendent leur titre face à Kyle O'Reilly et Von Wagner. Alors Kyle O'Reilly, ex-Undisputed Era, qui se retrouve donc avec un nouvel arrivant, hein, à NXT. Hein. Von Wagner, ça fait peu qu'il est là. Il est là vraiment depuis la version NXT 2.0. Une espèce d'homme de Néandertal en collant de catch. Assez grand, assez massif.
et qui se sont chopés un title shot presque de out of nowhere. Alors j'avoue que j'ai peu vu les derniers weekly de NXT, donc peut-être effectivement qu'il était un peu plus présent dans la tag team division et que du coup c'est comme ça qu'ils ont obtenu leur title shot. En tout cas moi je les découvrais à vrai dire, un peu étonné de voir Kyle O'Reilly recyclé comme ça. Ça va pas empêcher de donner un match assez sympa parce que les Imperium voilà une équipe que j'aime bien et qui va être fidèle à ses réputations. Les deux mecs sont dans une super shape, nos Européens, et ça va commencer avec du lourd, puisque Marcel Bartel, il va commencer avec O'Reilly, hein, il va choper le prof de gym, il va le mettre par terre, ça va se lancer sur toute une série un peu au sol, avec du wristlock, etc. Eschner va le rejoindre, va coller du arm drag, Kyle O'Reilly va être submergé, hein. Sur Imperium, ça va durer 5-6 minutes, ça va être un match de 15 minutes, et avec tout un début de match qui va être vraiment consacré à la domination des Européens. Finalement, O'Reilly va quand même revenir en réussissant à donner quelques super kicks et va passer le tag à Wagner qui va pouvoir porter des souplesses. Belle souplesse arrière pour un compte de 2 d'ailleurs. Wagner finalement il va commencer un peu à s'en prendre un peu plus sévèrement à nos amis d'Imperium et là on voit qu'il y a un problème. Il va toucher Bartel une première fois assez sérieusement. Il va se prendre un gros super kick je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Ensuite, Wagner et Ashner vont un peu se rebeller, ils vont taguer. Fabien, il va attraper sur les épaules le Wagner et il va s'accroupir avant de le claquer au sol. O'Reilly et O'Reilly revient et va frapper Bartel à coups de genou, puis il va envoyer Ashner sur le tablier en acier. O'Reilly, il enchaîne les coups, là c'est lui qui reprend un peu le dessus, quoi, et qui va en profiter un peu pour passer des cordes à linge. Imperion va se rebeller, va isoler Riley dans le coin, mais celui-ci va continuer à dominer et va riposter à coups de pied. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe dans des houes? On est en milieu de match là, donc du coup Wagner il va ramener, ça va sortir un peu dehors, ça va se battre un peu ringside, ça va se donner des coups de ceinture aussi, hein, ça doit pas être pas très sympa. Encore une belle back souplex de la part de Wagner à Bartel sur le tablier. Ensuite, O'Reilly va s'envoler du tablier d'ailleurs avec un gros coup de genou sur Eichner. Ça va continuer un peu à l'extérieur. Finalement, on va ramener Bartel à l'intérieur. On va lui porter un angle slam pour un near fall. L'Imperium ensuite va double dropkick Wagner et puis va tenter l'Eurobomb. Et oui, l'Eurobomb, mais repoussé. Et finalement, c'est Kai qui va s'en sortir. J'en reviens pas en fait de tout ce qui s'est passé dans ce match quand même. Euh, Globalement, la troisième partie du combat, là, ça va commencer à s'équilibrer et les mecs vont commencer à poser leur signature move. Bartel va réussir à envoyer Wagner à l'extérieur parce que c'est quand même lui qui pose le plus de problèmes. Il va lui faire un gros springboard de la top rope là, assez impressionnant. Il va tenter une powerbomb, mais c'est Riley qui va le frapper qui va lui coller un brainbuster pour un nearfall. Finalement, Riley, il va servir d'une clé de bras et va vouloir passer un étranglement en triangle. Big up à la tête de la table. Eschner va presque s'en sortir, il va se réveiller, il va soulever O'Reilly pour que Bartel puisse claquer son eurobomb et réussir le tomber. 1, 2, 3, oui, cette fois, l'eurobomb marche. La victoire des Imperium qui conservent, juste après le match, Imperium se barre avec leur ceinture, bien content de leur coup. Et Wagner, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va tenter d'attaquer O'Reilly, mais qui va parvenir à l'esquiver et qui va le coucher quasiment direct, quoi. Donc, split en direct live tout de suite après le match entre Wagner et Kyle O'Reilly, une tag team qui n'aura pas fait de vieux os, mon papy, pas comme nous. Alors, vite claqué la tag team de O'Reilly et Wagner. Von Wagner. Von Wagner. Von Wagner. Bah oui, qu'ils étaient mis ensemble quasiment dès le début de NXT 2.0, là, puisque je sais pas si tu te souviens, en fait, il y a eu le Fatal 4-Way pour déterminer qui allait être champion, parce que c'était suite à la blessure de Samoa Joe. Et Von Wagner avait remplacé O'Reilly suite à une attaque qu'il avait subie ce dernier. Et puis après, c'était devenu copains comme cochons, etc. Ils se baladaient ensemble dans la forêt, c'est super copains. Puis voilà, ça n'a pas duré. Et dû lui dire, toi, avec ton pyjama et ta tête de Néandertal, ça sert à rien. On va pas rester copains longtemps. Ça restera pas une équipe inoubliable, je pense. Ce match non plus de leur côté. Ils ont fait un truc propre sans plus. Wagner, voilà, ça correspond bien au propre sans plus, ça qui fait deux trois moves, il y a des moves sympas, hein, c'est pas un roi des botchers. Par contre, pour l'instant, il fait rien de foufou. Surtout quand tu compares en fait finalement Imperium en face et notamment Fabian Eichner que j'ai trouvé vraiment très au-dessus des trois autres dans ce match-là, avec des sauts dans tous les sens, des preuves de force assez monstrueux. Là, quand il récupère le gars sur les épaules, puis qui limite accroupi, puis qui se relève tranquillou là, en le portant, l'air de rien.
Enfin, c'est un mini Cesaro en fait, Eichner, en termes de puissance, j'ai l'impression. Donc du coup, bah, c'était plutôt plaisant à regarder, bien enlevé, content que ce soit Imperium qui gagne parce que clairement il y a quelque chose avec cette équipe, mais qu'en face il n'y avait pas grand-chose. Les autres qui split, et bah, on s'en fout un peu. De toute façon, ça va retourner dans le mid-card. Le pauvre O'Reilly, effectivement, bah, depuis le tout point haut, il est redescendu à la carte. Il encadre finalement Von Wagner. Et puis, bah, je pense que ça sera un peu compliqué de remonter, quoi, parce que je me demande s'il n'a pas loupé sa chance finalement avec la fin de l'ancien NXT. C'est fort probable, ouais, ouais. Alors écoute, le match en lui-même, moi j'ai trouvé que c'était plutôt de bonne qualité, c'était plutôt assez sympa, assez enlevé, assez intense. J'aime vraiment beaucoup l'équipe des deux Européens. Là, moi, je la trouve vraiment sympa. Enfin, de toute façon, ce clan Imperium, hein, je pense que. Genre, on en avait parlé un peu sur le Discord, mais effectivement, si on avait un clan européen dans le main roster, l'Imperium, avec en ajoutant une petite touche de Cesaro, un Eichner, un Bartel, Cesaro, Walter, bon, Mais quel on s'en clan. fout de Walter, pas Eh non, on s'en besoin. fout pas de Walter. Il y a que toi dans le monde du catch qui s'en fout de Walter, mais le reste du monde, non, on ne s'en fout pas. Donc ça pourrait être énorme. Bon là, en l'occurrence pour ce pay-per-view de Wargames, ils ont fait l'affaire. Moi aussi, j'étais comme toi tout à fait satisfait qu'ils conservent. J'étais un peu, moi en fait, étonné du split à la fin parce que pour moi vraiment c'était quelque chose de tout neuf. O'Reilly et Von Wagner, je me rendais pas compte en fait depuis combien de temps ils étaient ensemble. Donc du coup, ça m'a paru vraiment étrange ce split comme ça. Alors après t'avoir écouté, du coup, ça devient un peu plus clair. Mais bon, malgré tout, ça avait pas beaucoup d'intérêt. Et puis Kyle O'Reilly, bah écoute, je confirme avec toi un peu cette plongée dans la carte de NXT et je le trouve en plus en bien moins bonne forme physique, quoi. Je l'ai trouvé un peu grassouille, pas génial, Kyle O'Reilly. Il est peut-être pas dans un mood formidable en ce moment. Donc voilà, c'était le Tag Team Championship match de NXT et on va partir sur la suite et la suite, ça va être un Air versus Air match. Alors pareil, une rivalité qui se déroule dans les weekly entre Cameron Grimes et Duke Hudson. Ça avait commencé au poker et puis finalement il y avait eu bagarre. Duke Hudson avait coupé la moitié des cheveux de Cameron Grimes. Du coup Cameron Grimes était pas content. Donc pas content, qui dit pas content, dit match à TakeOver Wargames et R versus R. On va avoir donc un match de 10 minutes. Hein. Hudson va plaquer d'entrée Grimes dans le coin pour le frapper à coup de bâton, coup de kendo. Grimes va donner pas mal de kicks pour essayer de s'en sortir face à Hudson, mais finalement il va être passé par-dessus les cordes. Grimes il va balancer un peu notre ami Duke Hudson contre les marches, puis il va lui faire un bon cannonball depuis le tablier. Finalement, ça va revenir à l'intérieur. Alors Hudson, là, à ce moment-là, il va attraper Grimes avec un urinoir. Hein, tu me dis si je me trompe. Hein. Et Hudson va tabasser Grimes avec, mais finalement, il va se faire contrer avec un crossbody. Il va finalement se sauver un peu à l'extérieur, ça va taunter, ça va se parler, ça va se prendre la tête. Grimes va monter sur le tablier, il va sauter sur une saute, se faire attraper par un ventre à terre. Hudson va tenter un petit compte, mais ça va pas marcher. Cameron va finalement revenir à 8 dans le ring, donc pas de chance pour le count-out. Et puis après, ça va rentrer un peu dans plus du classique entre les deux, un truc que j'avais vu, je crois, dans un wiki il y a 1 ou 2 semaines où ils vont nous faire un petit peu la même chose. Donc il va falloir revenir un peu plus tard quand Grimes va un peu se reprendre et va nous faire un beau crossbody là par contre pour un nearfall. Tenter son power slam avec un DDT. Hudson va réussir à contrer. Grimes va se cogner sur le tablier. Il va le ramener à l'extérieur. Ça va se cogner dessus. Grimes va ramener Hudson à l'intérieur. Va tenter un sunset flip, mais c'est un sunset flip. Mais Hudson va s'asseoir pour le coincer, s'accrocher entre les cordes. Finalement, l'arbitre, il voit la tricherie. Il va l'arrêter. Grimes va envoyer des coups de pied, Poison Rana, re-crossbody, re-nearfall, Kevin, bref, c'est la totale. Mais finalement, il va se faire prendre par. Je crois que c'est la prise de finition, je crois, de Duke Hudson, qui est le Bossman Slam. Mais ça va pas marcher. Ensuite, Frankensteiner, ça va pas marcher non plus pour Duke Hudson, qui est vraiment dans la souffrance. Finalement, il va essayer même de s'enfuir, mais Grimes va le renvoyer sur le ring grâce à l'espèce de chaise de je sais pas quoi, de coiffeur en fait, celles qui vont servir Oui. pour que Hudson en fait après se fasse raser la tête si ça se passait mal. Et c'est effectivement ce qui se passe, ça se passe mal. Hudson va y mettre une claque à Grimes, il va le mettre sur la chaise de coiffeur, il va attraper le rasoir, mais Grimes va le rattraper avec le Kevin. Et finalement, Grimes va attraper le rasoir et va raser la tête de Hudson, qui s'enfuit avec la tête à moitié rasée. Donc vous l'avez compris, victoire de Cameron Grimes en 10 minutes. Et Hudson qui part avec la tête dégueulasse, comme ça se passe toujours après un R versus R match. Mon papy, t'aimes ça les R versus R match, toi? Est-ce que t'en as des cheveux, toi?
Bah, j'en ai plein de cheveux, mais bien sûr. Ah! Ouais, mais Ah! je ne suis pas comme Duke Hudson, moi. Je garde mes cheveux. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, en fait, c'est marrant parce que cette stipulation, du coup, moi, j'ai rien contre parce que je trouve que enfin, c'est marrant, ça permet souvent de relancer un. Ce que j'aime bien en fait dans le R versus R match, c'est ce que t'en fais après en fait. C'est que derrière, t'as toujours un gars qui est un peu honte de se faire raser le crâne et qui du coup le cache et ci et ça. Tu peux trouver des segments marrants derrière en fait. Et du coup, bah, le match en lui-même, t'en as un peu rien à foutre. Ce que tu veux juste avoir le segment où le mec rase le crâne finalement. Tu te dis, bah non, mais ok, bon, surtout avec deux gars comme ça qui sont pas passionnants dans le ring, ni l'un ni l'autre. Hein, Grimes ou Doug Gibson, c'est pas la fête du slip. Donc voilà, voilà, une petite rivalité qui était pas méchante. Hein, ils jouaient au poker et puis bah Doug Hudson, il plumait tout le monde sauf Cameron Grimes et puis du coup il est pas vénère de s'être fait plumer. Et voilà, puis qu'est-ce que je te dise, moi, bah, ouais, voilà. Donc, je pense Bah que rien, au CEF. ce sera plus intéressant, voilà, ce sera plus intéressant en post-match que ce match en lui-même. Ouais, il y a même pas fiche impressionnante ni rien, en fait, hein, finalement, dans ce match-là. Ouais, 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 ouais. Parce que finalement, son finisher, il l'utilise même pas, Grimes. Il l'utilise, après le match pour foutre l'autre dans le fauteuil. Il gagne sur un roll-up ou une connerie comme ça, de mémoire. Donc, bon, voilà. Et nouvelle coupe de cheveux pour Duke Hudson. On verra ce que ça donne. Je pense qu'il y aura quelques segments comédiques qui vont tomber dans les prochaines semaines. Je suis déjà pas un grand convaincu de la stipulation R versus R, mais là, très franchement, écoute, moi j'ai trouvé que ce match avait pas grand intérêt. C'était pour moi au mieux un match de weekly. J'étais finalement assez surpris d'avoir un match comme ça dans un takeover. J'avoue que là, bon, moi j'y ai pas compris grand-chose à l'intérêt. Duke Hudson me laisse totalement indifférent. Cameron Grimes peut avoir des côtés un peu comédie wrestler sympa. Il a peut-être un petit avenir grâce à ça. Mais c'est pas un grand monstre dans le ring, voilà, c'est pas un grand technicien non plus. Donc pour moi, c'est un personnage qui me paraît assez limité. Mais par contre, qui a du bagou, qui a du micro et qui peut justement se faire une petite carrière de mid-carder, comédie wrestler, un peu à la Heath Slater ou des choses comme ça. Donc pourquoi pas tenter. Allez, on va voir si le match qui suit est d'un niveau d'un NXT Takeover, mon cher papy, puisqu'on va attaquer avec le Cruiserweight Championship match qui voit s'affronter Roderick Strong, 205 pounds, à Joe Gacy qui en fait 220. Donc ne cherchez pas à comprendre pourquoi Joe Gacy est dans le Cruiserweight Picture. Ça va être un match, alors là, pour le coup, assez rapide, et en plus, qui va être, c'est un match qui va durer 8 minutes, et auquel on va avoir droit à un gros face-off, en plus, au début, entre Gacy et Roderick Strong, avec un Joe Gacy qui va très longuement hésiter avant de frapper Roderick Strong. Alors Roderick Strong, il a affronté. Il est accompagné par un peu tout le monde, Brutus Creed, Hakiman, Ivy Neal, Julius Creed. Bref, tout le monde est là et Malcolm Bivens, bien sûr. Et Joe Gacy, lui, est avec Harland. Alors Harland, c'est l'ex Parker Boudreau. C'est un jeune qui n'en veut de NXT, un bon colosse, bien tatoué, avec on va dire. Et il est pas très très grand, papy. Hein. Je sais pas ce que t'en penses physiquement de ce garçon-là. Ouais, bah, on n'en sait pas trop pour l'instant. L'avantage d'NXT, c'est que comme il n'y a que des nains, bah, du coup, il paraît assez massif. Mais bon. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc il s'est présenté un peu comme the next big thing, ce jeune homme en particulier sur les réseaux sociaux. Et en fait, là, au final, il accompagne tout simplement Joe Gacy, qui donc lui est un catcheur avec une gimmick un peu particulière. C'est une gimmick all inclusive et qui a décidé de s'attaquer au Cruiserweight Championship. On sait pas trop comment. Donc ça va nous donner donc ce match de 8 minutes avec donc ce long face-off. Enfin moi j'ai trouvé ça interminable, j'ai cru que le match n'allait jamais commencer. Finalement ça s'est lancé. Notre ami Gacy va gifler Strong quoi et ça va lancer le match. Strong il va vouloir en finir tout de suite hein, parce qu'il va porter un breaker d'entrée et il va l'envoyer dans les cordes pour le plaquer au sol. Finalement ça va pas marcher, il va se prendre une grosse corde à linge en réponse. Il va se prendre ensuite plusieurs droites notre ami Roderick Strong. Finalement Strong va enfin déchirer la chemise
et va donner les coups les coups de poing sur la poitrine à Gacy, quoi. Gacy va en retour, il va cogner aussi, mais il va se faire attraper par le fameux genou, le fameux nid de Roderick Strong dans le coin. Bon, ça va monter, il va quand même on va avoir droit à une belle petite superplex en haut du turnbuckle. Gacy, il est pas maladroit au niveau des super kicks, etc. Mais il est assez classique, j'ai trouvé, dans son style, quoi. Donc il apporte pas une plus-value. Et comme Roderick Strong est quand même, par contre, un mec assez dynamique entre les cordes, malgré l'absence de charisme criant. Bon, heureusement que Roderick Strong est encore là. Et moi, j'ai trouvé quand même vachement qui était là pour tenir le match, quoi. Parce que sinon. Et finalement, tout ça, ça va jouer avec les interventions ringside. Tout le monde va être un peu, un peu chauffer. Gacy va mettre une corde à linge à Strong par-dessus les cordes et qui va plonger ensuite par-dessus les cordes sur le Diamond Mine. Ivy Neal, la nana du groupe, là, se tient devant Gacy. Harland, il va carrément la soulever, mais Gacy va faire non, 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 quand même, on on fait pas ça, quoi. Donc du coup, il va la redescendre à terre bien gentiment. Et finalement, il va coller à Strong une powerbomb pour un nearfall. Strong finalement lui met son coup de genou et son finish avec son backbreaker pour la victoire. Roderick Strong conserve le Cruiserweight Championship. Mesdames et messieurs, c'était donc le Cruiserweight Championship de War Games, mon papy. Yes, c'était un Cruiserweight Championship qui n'était pas un Cruiserweight Championship puisque l'autre n'est pas Cruiserweight. Mais bon, c'est justement pour ça qu'il postule finalement cette ceinture. C'est en disant, bah moi, tu sais, je suis pour l'inclusion et tout. Je suis pour qu'on fasse pas de différence entre les gens. Bah, du coup, bah, je refuse la différence des Cruiserweight. Ok, bon, c'est spécial comme raisonnement. Et au-delà du fait que ce soit spécial, je relève deux trucs que tu as subodoré dans cette descriptif. C'est que bah, d'une part, c'est pas exceptionnel dans le ring. Finalement, la partie Gacy et puis Strong, bah, on sait ce qu'il sait faire, mais c'est propre sans être extraordinaire. Et puis, bah, d'autre part, c'est que ça raconte pas grand-chose finalement ce match-là, hein. Tu Ouais. sais pas trop, là, tu vois, tu qui regardes pas d'habitude, tu sais pas trop pourquoi ils se font sur la gueule. Le match en lui-même, il y a pas trop il y a rien qui se raconte finalement. Si, t'as Gacy qui empêche la grosse brute de taper la fille. Ok. Mais Gacy, moi, son personnage, pourquoi pas, qu'il soit un truc un peu. Tu me fait penser un peu à. Alors, je vais chercher loin, hein, un peu à Bray Wyatt, tu vois, dans le sens un peu cryptique, tu vois, qui a des grands yeux ouverts, qui fait peur et tout, puis qui accepte tout le monde avec lui, qui veut convertir les gens. Mais par contre, je pensais du coup, il y aura un personnage en ligne qui suit, puis pour l'instant, non, en fait, c'est juste un mec un peu enrobé avec une chemise qui éclate dès le début du match et puis voilà quoi, c'est pas ouf quoi. Donc que faisait ce match en takeover? Je me pose la question. Après, faut se remettre dans le contexte. Tout point haut là, on est en train de redémarrer NXT. Il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux mecs, beaucoup de nouvelles comment ça s'appelle, de nouveaux personnages. Bah, je pense que pour l'instant, ils testent un peu tout le monde au pif, avec des mecs qui n'ont pas forcément le niveau d'un pay-per-view. Et puis, bah, on verra s'ils continuent à venir dans les prochains. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Moi, je t'avoue que j'avais pas trop de connaissances de la rivalité en question. J'étais assez étonné de voir Joe Gacy dans un match de Cruiserweight. Effectivement, tu l'as expliqué, il est dans l'inclusivité, dans l'inclusion, et que donc, il n'y a pas de raison qu'il puisse pas participer au Cruiserweight Championship match. C'est sa gimmick, elle est ce qu'elle est. Bon, après, s'il est convaincant dans le ring, ça va, mais moi, le problème, c'est qu'il m'a pas du tout convaincu dans le ring jusqu'à présent, Joe Gacy. Je serais limite, j'aurais presque plus vu comme manager de son partenaire qui me semble un peu plus impressionnant physiquement et un peu plus, peut-être un peu plus dangereux, mais finalement pas tant que ça parce qu'il veut même pas faire de mal à la catcheuse de Diamond Mine. Donc on se dit, bon, finalement, c'est des gentils ces garçons. Voilà, mais Oui, encore une voilà. fois, tu vois, papy, voilà un autre match où je me dis, ah ouais, je suis dans un takeover là. Tu vois, c'est là quand même, il y avait un gros gros sentiment un peu de à la fin de ce match en me disant Ouais, bah, et c'est pauvre, hein. passons à la suite quoi et c'est ce qu'on va faire tout de suite puisqu'on va passer c'est excuse-moi j'ai pas entendu ce que tu as dit. Je disais, c'est un peu pauvre pour un takeover, tu te dis. Oui à ce moment-là c'est sûr que voilà on est c'était l'avant-dernier match de ce takeover et là on est parti pour le War Games, le tag team match traditionnel avec donc comme on vous l'a dit en début de review
la guerre des générations, la old school versus new school, black and gold versus arc-en-ciel, la team 2.0, Bond Breaker, Carmelo Hayes, Grayson Waller et Tony D'Angelo, qui affrontent donc Johnny Gargano, LA Knight, Pete Dunne et Tommaso Ciampa. Donc gros timing puisqu'on a un match de presque 40 minutes. Alors vous faire le play-by-play d'un Wargames pareil, ça serait assez compliqué. Parce que déjà les filles c'était chaud, mais alors là les gars c'est encore plus monstrueux quoi. Et alors c'est Gargano, on va dire, c'est Gargano et Carmelo Hayes qui vont commencer le match. Hein. Et donc il y a quand même, on a quand même le champion NXT et le champion North-américaine qui sont présents dans le match. La team old school a quand même une sacrée gueule mine de rien quoi. Hein, parce qu'on a quand même deux champions NXT, on a Pete Dunne NXT UK qui a été je crois qu'il est resté pas loin de 2 ans champion NXT UK. Et c'est un peu LA Knight finalement qui fait figure un petit peu de petit nouveau dans cette équipe Papy, Oui. non? Carrément, il fait ancien parce qu'il est un peu plus âgé forcément. C'est un gars expérimenté, un routier du catch, mais en fait finalement il est à peine plus ancien que les tout points haut. Hein. Alors ce que je te propose c'est qu'on va le dérouler un peu comme ça, play by play. Hein. On va évoquer 2-3 trucs et puis je te passerai la parole en même temps parce que c'est tellement dense. Et donc on continue comme ça, tu vois, sur les catcheurs en présence du côté de la New School. Moi par exemple, à noter que Gargano il démarre et c'est de mémoire c'est son on le sait, le public le sait en tout cas que c'est censé être son dernier takeover. Exactement, ouais, c'est son dernier takeover. Il l'a annoncé de toute façon que c'était son dernier, que son contrat s'arrêtait le soir, le soir même, quoi. Donc à voir la semaine qui vient dans les weeklies ce qui va se passer avec Johnny Gargano. Et puis du côté des New School, moi j'aurais voulu que tu me dises un ou deux mots sur parce que Carmelo Hayes à la rigueur et Brand Breaker on commence à les connaître, mais alors celui que j'ai découvert en particulier c'est Tony D'Angelo là, l'italien, et puis Grayson Waller aussi que je connaissais pas du tout pour le coup. Donc si tu avais un peu d'infos sur ces deux jeunes hommes. Alors je vais essayer, mais alors c'est pareil, j'ai raté un peu les 2 dernières semaines, mais D'Angelo c'est un peu le style italien, limite mafioso, qui du coup, bah voilà, il fait disparaître des gens, il fait ci, il fait ça, il fait vraiment l'italien de cinéma, j'ai envie de dire, pur jus. Et quant à l'autre, dont j'ai oublié le nom, du coup, bravo, parce que j'ai un gros souci sur le nom. Grayson Waller, c'est un peu le. Alors, je crois que c'est Papy. celui que. Tu m'entends? Allô, allô? Allô, tu m'entends? Allô, allô? Je crois que tonton m'entend plus. Mais je crois que vous m'entendez. Ah bah papy, je Bah ne t'entends alors, plus papy. moi je t'entends, Ah ça tonton. y est, je t'entends. Ah, bah Excusez-nous, j'ai. on est. Ah, voilà, on a eu un petit trou d'air. Alors bon, ça vous nous arrive à catch up, hein, vous avez l'habitude. Hein. Donc excuse-moi papy, vas-y, reprends. Non, pas de souci, pas de souci. Donc, j'expliquais que voilà. Donc, tu avais d'un côté D'Angelo qui a un statut un peu un truc un peu de mafioso, si je la fais très courte, et Grayson Waller qui est plus alors je sais plus exactement son personnage, c'est quoi, c'est un espèce d'ancien boxeur limite, c'est un peu le style le sportif de l'université quoi, sa gueule quoi, tu vois, avec le mec qui est un peu beau gosse, tous ces trucs là. Il y avait un petit peu un poil en rivalité avec LA Knight à un moment parce qu'ils étaient tous les deux en baston pour savoir qui allait présenter le NXT d'Halloween de mémoire. Et puis voilà, donc c'est des petits nouveaux qui n'ont pas encore montré grand-chose dans le ring, mais qui du coup sont bien identifiés heel. Ce qui est étonnant finalement, c'est plus Braun Breaker qui rejoint ces 3 autres là parce que jusque son premier match avec Ciampa, il était plutôt face en fait comme personnage. Donc là, il est clairement côté les heels petits jeunes quoi. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Et Grayson Waller, moi, c'est une espèce de d'hybride de joueur de basket et des Jet Styles. Euh, euh, assez. Moi, en fait, je crois que je me demande si c'était pas la première fois que je le voyais catcher, en fait, Grayson Waller. Et, Oui, pas grand-chose, hein. et Tony D'Angelo, pareil. En fait, c'est deux. Autant bon, Carmelo Hayes, pas de problème, Braun Baker aussi. Mais vraiment, là, ces deux-là, je ne les connaissais pas du tout. Donc, je les ai découverts au cours du match, quoi, finalement. Et bon, avec le compte à rebours est lancé, on va dire. Quand Grayson Waller va rejoindre le match, Johnny et Carmelo seront déjà bien mis sur la tronche.
ça va rentrer au fur et à mesure. Après, ça sera June qui va rentrer dans le combat. Donc, c'est exactement les mêmes règles que pour les filles, hein. Donc, le combat ne va commencer officiellement une fois que tout le monde sera rentré dans la cage. On pourra noter une grosse pop, hein, de LA Knight, hein, au moment où il rentre, parce que pour moi, il était heal, tu vois. Et déjà, quand je l'ai vu dans la team Old School, je me suis dit, mais LA Knight n'était pas heal à la base. Et puis en fait, bah, je me suis rendu compte que le gars chope une belle pop. Et moi, LA Knight, c'est un catcheur que j'aime plutôt bien. Et il va faire un beau run pendant ce War Games. Et il va pas dépareiller du tout des anciens et habitués. Parce que Pete Dunne, il va nous faire du Pete Dunne, hein, il va casser des doigts. Il va se servir lui aussi de toutes les armes qui vont lui donner, qui vont être à portée de main. Le LA Knight aussi va en profiter pour fracasser notre ami italien à coup de kendo stick. Ensuite, il va mettre une poubelle sur Waller et il va continuer à frapper à grands coups de kendo stick. Un LA Knight survolté avec le public. En plus, il taunt. Je trouve qu'il a plein de qualités pendant le match. Hors des coups qu'il peut mettre, etc. C'est-à-dire, il sait se tourner au moment où il faut, vers la caméra, vers le public. Tu vois, chez LA Knight, il y a un truc que vraiment, moi, je sens un truc chez ce gars-là. Ouais. Et puis physiquement, il est impressionnant, quoi, parce déjà, il est ultra massif par rapport aux autres. Tu te rends compte quand tu es dans le ring, alors là, c'est ouf, purée, le bestiau, là. Et encore, je trouve qu'il est pas encore ultra bien dessiné, mais par contre, il a une ligne d'épaule, là, tu peux en mettre deux autres sur sa ligne d'épaule, quoi. Et puis il est quand même, mine de rien, assez agile en fait pour son gabarit, parce que tu le vois sauter des cordes ici et ça, et vas-y. Alors, il rentre dans le ring en escaladant la cage en plus, lui, parce qu'ils avaient Après, ouais. fermé la cage. Et puis rien à foutre, hein. Tac, 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 ils escaladent, hop, ils sautent dans le ring, et puis tu dis, ah oui, d'accord, c'est de la bonne grosse bestiace quand même, ce LA Knight. Et comme tu dis, il a quelque chose. Alors, à voir combien de temps il restera NXT, parce qu'il est quand même, c'est vraiment loin d'être un rookie. Mais moi, j'aimerais bien le voir effectivement avec d'autres grosses barbaques, histoire de voir ce que ça donne. Et pour revenir juste sur l'idée sur Pete Dunne, c'est vrai qu'il fait que casser des doigts en fait. Et lui, par contre, dans ce NXT 2.0, là, j'ai toujours du mal à le situer, hein, Pete Dunne. Pour moi, il est un peu dans le No Man's Land. Répétitif dans son catch, Pete Dunne, en fait, quoi. Et du coup, il en devient prévisible et au final, on fait pas trop gaffe à ce qu'il fait finalement pendant le match, parce que les vrais patrons, c'est les DIY, quoi, qui se reforment finalement au sein Yes. du match. Au sein du match, ils se reforment et ils organisent quasiment des réunions, hein, pendant le War Games pour pouvoir couvrir Eyes et Breaker avec des offensives de tag team, quoi, et avec une chier de double team. Donc tout ça, ça va mettre une ambiance sympa. On va avoir le face-off aussi, comme avec les femmes, hein, chacun d'un côté du ring avec les deux équipes qui se tauntent. Euh, Finalement, les jeunes vont quand même un peu, au fur et à mesure, commencer à prendre le dessus. Ça commence à devenir de plus en plus dur pour les vieux. L'équipe de Zero va commencer à contrôler LA Knight et Pete Dunne. Ace et Breaker vont continuer à se bastonner avec Gargano et Ciampa. Les Black and Gold vont tous remonter sur le tablier en acier et se regardent avant de se relever. Ils sont encerclés, mais ils se bagarrent avec tout le monde. Et tout le monde se retrouve sur le même ring. Et allez, vas-y, la nouvelle école, elle est envoyée par-dessus les cordes sur le tablier. La vieille école, elle tabasse avec des coups de pied et ça piétine. Voilà, c'est comme ça que ça se passe avec les old school. Il y a une poubelle qui est coincée entre les cordes aussi. Carmelo Hayes, il va être balancé par Gargano. Sur l'autre ring, il y a une table qui est installée. Knight qui nous fait un ventre à ventre sur Waller à travers la table, quoi. Gros spot de la tour de la mort, là, la Tower of Doom. Des familles qu'on a à chaque War Games, hein. Mais là, qui est super bien exécuté. Finalement, Knight va malmener Hayes, va lui porter son finisher, mais Angelo va briser le tombé. Breaker va monter sur la corde, sur le haut de la corde. Ciampa va lui jeter une poubelle, va lui monter dessus, va lui faire un air raid avec la poubelle pour un near fall. Finalement, l'Italien va s'en sortir, hein, va réussir à mettre Knight un peu plus loin, va dresser une table. Knight, il est mis sur la table, mais finalement, c'est Waller qui va grimper sur la cage jusqu'au sommet de la cage et là, qui va mettre une énorme descente du coup du haut à travers la table et à travers le LA Knight qui prend peut-être l'un des plus gros spots de la soirée, quoi. Finalement, il va le couvrir, mais Dunne va le traîner. Il s'en sort. D'Angelo, il va carrément sortir un pied de biche, hein, lui, quoi. Il y avait un trou là sur le tablier, il sort un pied de biche. Mais Dunne va le tabasser avec un kendo. Finalement, D'Angelo va réussir à frapper Dunne, va coller son swinging neckbreaker du haut de la corde.
Ciampa et Breaker vont s'affronter là, vraiment la baston des costauds, la baston avec le champion, à coups de corde à linge. Breaker va coller un Frankensteiner, mais Gargano va répliquer en revenant et en collant un super kick. Et finalement, ça se termine comment? Ça se termine. Ah oui, c'est les DIY qui tabassent un peu tout le monde et qui cherchent à couvrir. Mais il y a Ice Carmelo Hayes qui éloigne l'arbitre. Gargano, il attrape Ice, il permet à Ciampa de réussir un running knee. Ciampa, il veut appliquer le fairy tale ending à travers une table, mais Breaker, il va lui coller un spear à travers. Il le s'élève pour lui attraper, lui mettre son snap power slam et gagner 1, 2, 3. Victoire des New School Rainbow New School, sous les vivas du public. Non, je déconne. Le public conspue absolument l'équipe des jeunes, quoi. Mais c'est donc bien mon papy, la New Generation, qui au bout du bout remporte la victoire. C'est bien ça qu'ils se fassent conspuer ces Lille, donc quelque part. C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, ils ont fait le taf finalement, malgré la jeunesse des quatre gars finalement, parce que Carmelo Hayes c'est peut-être le plus rodé, j'ai l'impression des quatre. Braun Breaker on l'a un peu vu. Par contre, comme on le disait au début, Grayson Waller et Tony D'Angelo, c'est vraiment des. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait avant, hein, mais quand tu les vois là, c'est pas du tout. Ça sent que c'est encore frais comme truc. Mais ils ont fait comme des trucs sympas, notamment Grayson Waller avec ses sauts là, quand il passe à travers la table, c'est très impressionnant. L'histoire du match est un peu plus sympa que chez les filles, puisque du coup c'est plus orienté sur le catch que sur les regards et les ci et les ça. J'ai mal à l'épaule et j'ai mal par-ci par-là. C'est plus dans les coups dans la gueule. Que dire, que dire alors j'en parlerai peut-être dans le bilan en fait de ce wargame et de la répétition par rapport au wargame féminin. Comme pour le wargame féminin, toute la partie montée en puissance, on retrouve les mêmes trucs avec vas-y que je ramène des objets et vas-y que je fais en sorte que la porte soit fermée pour pas que tu rentres. Avec les filles, c'était un extincteur qui permettait de rentrer. Là, cette fois-ci, c'était une espèce de pince pour rentrer, même si pareil, ils ont galéré pour l'utiliser. Donc voilà, donc c'est des petits trucs répétitifs, mais globalement, je pense qu'ils s'en sortent plutôt avec les honneurs dans ce match-là. Encore une fois, quatre gars où tu demandes, tu te dis, oula, pour un pay-per-view NXT, c'est peut-être un peu tôt pour des Whalers et des D'Angelo notamment. Après, c'est comme ça qu'ils apprennent, je pense. Là, si vraiment tu te places du point de vue de dire que c'est le renouveau, le redébut de quelque chose avec toute une nouvelle génération que tu dois mettre dans des conditions de faire ses preuves, bah, c'est comme ça qu'ils vont y arriver. Et eh ben écoute mon papy, c'est ainsi s'achève ce pay-per-view de Wargames 2021. Donc ainsi commence ton top flop note. Eh ben c'est parti mon kiki. Tout de suite. Le flop, le flop je vais le donner pour la Cruiserweight Championship parce que ça racontait rien en fait le match. Et autant le R versus R c'est pas top, mais au moins tu comprenais à peu près ce que vous voulez raconter. Tous les nearfall là qui disaient attention je vais te couper les cheveux, il y avait beaucoup de nearfall qui étaient plutôt bien sentis. Autant là, tu sais pas ce qu'ils veulent, tu ressens pas l'histoire à travers leur match. En fait, ils sont passés au travers, je pense, dans ce match-là. Le top, moi je vais le donner au tag team parce que j'ai vraiment bien aimé Imperium, et notamment Eichner là qui m'a fait rêver là quand il court et qu'il saute par-dessus les cordes pour atterrir sur les autres en dehors, tu te dis il va se tuer quoi. En plus, tu avais un public qui était super proche parce qu'avec les deux rings, du coup, tu es moins de place que d'habitude autour du ring. Et puis, il a fait vraiment des trucs super impressionnants à Eichner. Et ma note, je vais être sympa parce que j'ai quand même passé de bons moments et donner un 3. Je me pose la question de dire est-ce que c'est vraiment utile d'avoir deux wargames dans le même show, un féminin, un masculin. Je comprends l'idée de la parité, je comprends que ça fait progresser les filles et les garçons et que bien sûr il faut leur donner la possibilité à tous de le faire. Et d'un autre côté, ça fait beaucoup de redites, quoi. Puis en plus, c'est des matchs super longs, quoi, 31 minutes et 38 minutes. Quand tu as tout un passage de montée en puissance avec les uns qui arrivent à la suite des autres, il y a beaucoup de redites là-dedans. Tu vois, autant des Rumble, je crois, et je trouve qu'ils arrivent à raconter des histoires différentes avec deux Rumble. Autant là que les Wargames, tu as du mal à raconter deux histoires différentes, notamment à cause de la phase d'intro où tout le monde rentre un dans la cage, quoi. Donc voilà, mais n'empêche, j'ai passé un moment plutôt sympa, donc je vais mettre un 3 parce que c'était bien sans plus. Ok, écoute, moi mon flop, moi je veux le donner au R versus R match. Vraiment, une stipulation qui m'intéressait pas, avec deux catcheurs qui m'intéressent pas beaucoup plus. Et pour moi, surtout un match
qui n'avait vraiment. Alors, le Cruiserweight Championship, à la rigueur, bon, bah, au moins, il y a une ceinture en jeu, etc. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment un match sur la carte très, très, très faible pour un NXT TakeOver. Certainement dans l'histoire des TakeOver, certainement dans les matchs les plus faibles, je pense, qu'il y ait eu dans l'histoire de ce pay-per-view. Et vraiment une grosse déception. Presque étonné d'ailleurs de voir ce match-là, quoi. Donc voilà, donc ça aurait été une déception. Et puis bah mon top, moi je vais le donner à Toxic Attraction. Oui, l'attraction toxique m'envahit. Ouh. Parce que vraiment, alors là, dans ce match-là, vraiment, Mandy Rose m'épate à chaque fois que je la vois. Alors, je l'avais pas trop vu ces derniers temps, mais quand même, j'avais quand même vu quelques trucs. Et puis, je m'occupe un peu du Twitter de Catch Up, donc je suis un peu son actualité. Mais là, vraiment, la voir vraiment sur le ring, dans une situation comme ça, dans un War Games, pour bien découvrir en plus Gigi Dolin et Jessie Jane que j'aime bien. Je trouve que les deux collent tout à fait avec Mandy Rose. Il y a vraiment là, elles ont vraiment trouvé un truc. Il y a un super clan. Il y a les ceintures, les ceintures principales féminines sont dans ce clan en plus. Donc, qui sont des heels, donc vraiment tout est réussi. Et ce repackaging de Mandy Rose et ce passage à NXT est pour moi une vraie réussite. Donc vraiment, je tiens à le souligner et c'est pour ça que je leur donne mon top avec plaisir au Toxic Attraction. Et puis bah ma note, ouais, ça n'aura pas été l'un des plus grands takeovers de ces dernières années, ça c'est sûr. Ça a baissé de toute façon ces dernières années, mais là c'était plutôt sympa. Les deux Wargames tenaient bien la route. Moi je me suis bien éclaté pendant ces deux matchs-là. Mais c'est vrai que le reste de la carte est assez creux finalement, mais que c'est sauvé par le niveau in-ring du tag team match, comme tu l'as bien dit. Donc voilà, donc un pay-per-view solide mais pas fou. Je vais lui mettre un 3 moi aussi en fait. Hein. Je vais te suivre dans cette note-là. Et c'est pas mal, ça se tenait pas, ça tenait la route quand même ce pay-per-view de NXT. C'était le dernier de l'année 2021. Donc maintenant, à suivre ce qui va se passer, en particulier avec toutes les fins de contrat. Je pense à Johnny Gargano, mon papy. Oui, oui, alors sans faire de spoiler, il est annoncé à NXT cette semaine pour faire un discours. Donc je pense que c'est un discours d'adieu. Enfin, vous verrez en regardant NXT. Et puis bah voir les autres. Moi, au-delà des fins de contrat, il y a beaucoup de gars où tu te demandes un peu ce qu'ils peuvent encore apporter ou apprendre à NXT, ou alors peut-être juste pour encadrer les jeunes hein, finalement. Hein. Les O'Reilly, les comment ils s'appellent, Strong. Je sais pas trop à quoi ils servent. Il y a voilà, la seule question que je me pose, moi, c'est sur Pete Dunne où non seulement bah il a plus grand chose à espérer de NXT, mais en plus je suis pas sûr qu'il apporte grand chose pour l'instant parce qu'il est pas vraiment trop impliqué dans les histoires non plus. Donc bah j'espère pour lui qu'il trouvera sa place ou alors qu'il trouvera sa place ailleurs qu'à la WWE. Mais bon ça le temps nous le dira. Ouais, on va voir. Hein. De toute façon, là, il va y avoir 2 mois, décembre, janvier. Là, c'est la période de fin de contrat de pas mal de catcheurs qui sont dans le main roster, comme du côté de NXT. Donc, on va bien voir quel est l'avenir. En tout cas, l'avenir au niveau 2.0 NXT actuel, et bah, écoute, ça semble quand même être largement Braun Breaker, hein, qui là est mis en avant avec grosse puissance, quoi, avec tous les héritages Steiner derrière lui. Alors. On en a parlé un peu tous les deux en antenne sur le Discord, etc. Mais c'est vrai que Brett Baker, je trouve qu'il a un mélange de bonnes choses et de mauvaises choses. Quoi. Je suis un petit peu partagé avec ce catcheur. J'ai l'impression qu'il assume et en même temps qu'il assume pas l'héritage Steiner, justement. Je trouve qu'il n'est pas encore totalement au point entre les cordes, que parfois il botche et que ça se voit un peu. Mais par contre, il a quelques moves vraiment super impressionnants. Son snap power slam est de super qualité. Il a une vraie bestialité, quoi. Une vraie gueule méchante comme ça. Bon, après, la grenouillère, on en parle ou on n'en parle pas, hein, c'est comme on veut. Mais Braun Breaker, du coup, ouais, et bah, ça rejoint finalement ce que tu disais justement, Papy, c'est le genre de catcheur, voilà, où on est on crée des personnages, on est vraiment dans le développement là. Et du coup, bah, il y a ce gars qui est en train d'émerger et qui semble quand même un peu le futur de NXT actuellement. Je pense que parmi les nouvelles têtes, c'est lui qui se dirige plus vers le futur en fait. Ouais. Et par contre, moi, dans mon point de vue, alors je ne sais pas s'ils auront la possibilité, s'ils auront la patience d'y arriver, mais toute cette génération là, tous ces nouveaux noms là, dont on vous a abreuvé là, depuis le début de la review, je pense qu'il faut leur laisser peut-être un an, quoi, un an et demi à Ouais, NXT, ouais, ouais. à pas bouger d'NXT, à faire leur gamme, à prendre, voilà, tantôt ils font des trucs bien, tantôt des trucs moins bien. Puis on se rend compte qu'il y a un mec qui ça marche pas du tout, bah, au bout d'un moment on arrête. Je me souviens moi du début d'NXT, c'était un peu ça l'idée. Hein. Si tu regardes la carte du premier épisode d'NXT,
parle pas des shows reality show. Moi, je parle du NXT Black and Gold. Bah, tu as plein de gars qui finalement n'auront pas percé derrière en fait parce qu'ils ont tenté plein de choses. Il y en a certains, bah, Seth Rollins, je crois qu'il était dès le début était là, qui auront percé. D'autres, ben, qui auront moins moins percé. Et puis voilà quoi. Il faut laisser la chance et leur laisser surtout le temps de progresser, puis de faire leur gamme. Il y en aura peut-être, ouais, d'ici 1 an, 2 ans, on aura peut-être une nouvelle génération qu'on verra arriver dans le main roster en disant ah, ça c'est le mec qui a tout cassé NXT Takeover, j'ai trop envie de le voir, etc. Quoi. Mais pour l'instant, ces gars-là, surtout ne pas les faire monter trop vite. Comme alors là, ils sont très très loin encore du niveau du main roster. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, il faut avoir une ligne d'écoute, une ligne d'analyse différente de NXT quand on fait une review de NXT que ce qui se passe dans le main roster. C'est pas du tout pareil, quoi. Fatalement. D'ailleurs, la preuve, la preuve en est, j'avais pas regardé quelques weekly depuis un moment là maintenant, et donc du coup, j'ai découvert des choses dans ce pay-per-view. Et fatalement, je vais pas juger un Grayson Waller ou un Tony D'Angelo ou des gars comme ça de manière brute d'entrée, alors qu'en fait, je les connais quasiment pas. Donc, ils sont revenus un petit peu à une politique de vrai développement, j'ai envie de dire, avec cette nouvelle version, quelque part. Ah, moi, je trouve ça plaisant parce que alors, après, je sais que chacun ses goûts. Hein. Moi, je commence à en avoir un peu marre du NXT d'avant avec tous les gars indie qui finalement étaient là pour 6 mois. Puis, enfin, t'avais tout l'un tout l'autre. Soit des gars qui étaient là pour 6 mois, repartaient tout de suite. Soit des gars qui s'encroutaient et puis qui restaient là. Et puis qui disaient, est-ce qu'ils vont jamais passer à l'étape supérieure? On pense à un Adam Cole, quoi, qui finalement ne sera jamais monté dans le roster. Alors, qui du coup a trouvé d'autres cieux pour exprimer son talent, mais c'est quand même dommage, quoi. Ce mec-là de dire qu'il a fait des main events de takeover et qui n'a pas réussi à passer à l'étape supérieure. C'était quand même un peu dommage. Et à la fin, tu n'avais plus que des mecs de ce profil-là. On en parlait souvent entre nous, que des mecs en plus qui ont le même profil physique et qui le même type de cash quasiment. Tu n'avais plus trop de diversité. Alors si tu as un petit peu luchador, mais c'était vraiment limite quoi. Et donc là, c'est plutôt sympa de revoir des profils différents, et puis des mecs en fait que tu connais pas du tout. Et donc, dans cet esprit-là, moi, je trouve ça plus rafraîchissant. Après, encore une fois, si dans 1 an, 2 ans, ça a pas décollé, bah, ça sera quasiment mort, hein, parce que là, derrière, ils ont pas assez de star power pour survivre. Oui, sachant que les weekly actuellement marchent pas fort, quoi. Les ratings sont pas extraordinaires. Bon, on va voir. Mais comme toi, moi, de toute façon, je considère que c'est la voie du sage et que il faut de la patience avec NXT et on prendra les choses au fur et à mesure et on verra bien comment ça va se développer avec toute cette jeunesse et toute cette jeunesse là. Si elle veut nous retrouver, le peuple, le catch-up, hein? Où que c'est qu'elle va cette jeunesse? Eh ben, Et va alors, la elle jeunesse. va sur la communauté catch-up, sur le Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube si présente sur laquelle vous êtes en train d'écouter nos voix douces et mélodieuses. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, abonnez-vous, laissez des likes, laissez des commentaires. La vidéo YouTube n'attend que ça. Et pour vous abonner et pour ne manquer aucun épisode sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. J'en profite pour faire deux petits big up. Un petit big up à Loïc Claveau, qui est un de nos tweetos et qui est un de nos abonnés Spotify et qui a eu la gentillesse de faire remonter cette semaine qu'on a vu des petits soucis avec Spotify dans les contenus. Tout ça, mon bon Loïc, ça a été réparé. Tout marche formidablement bien dorénavant, donc tu peux te rendre sur ta plateforme préférée. Alors j'ai adoré parce qu'il nous a expliqué, mon bon papy, qu'il nous écoutait en fait quand il était au boulot et qu'il est en fait c'était au téléphone parce que sur le coup moi je lui réponds en lui disant bah va sur YouTube, tout va bien là, il y a pas de problème sur YouTube, tout est à jour. Et il me dit ah mais non je peux pas, moi j'écoute ça sur podcast, donc j'écoute ça dans les écouteurs en bossant avec mon téléphone dans la poche et du coup bah là ça marche pas, merde, sur Spotify ça marche pas, j'ai pas le bon truc. Et il avait raison, effectivement ça marchait pas, il y avait un problème et qui a été réglé vite fait par notre bon prince ignoble Ringside. Et donc voilà, donc big up à Loïc. Merci Loïc. Par contre, Loïc, faut bosser plus. Hein. T'es Ouais. pas là pour écouter des reviews de catch-up. T'es là pour faire gagner de l'argent à ton patron. Donc Loïc, un peu plus d'investissement. Non, Loïc, continue à écouter Catch-Up, je te supporte. Et puis un big up aussi à nos collègues et amis des Rebuts du Catch qui ont fait une petite review assez sympa là, justement des Wargames. Donc c'est pour ça que j'en profite pour leur faire un big up avec Benny Is Money
notre Québécois des podcasts francophones, et avec Christophe Ajus, qui a participé pendant 1 heure, je crois, un truc comme ça, sur l'émission. J'ai pu regarder l'émission, c'était vraiment cool. J'ai pu un peu échanger avec eux dans les coms, parce que moi je laisse des coms, messieurs, dames, et on espère un jour vous annoncer Christophe Ajus, qui viendra peut-être faire son petit tour des podcasts français, et ben peut-être passera-t-il par Catch-Up. En tout cas, l'invitation est lancée, elle est déjà lancée sur les réseaux sociaux, elle est lancée dorénavant à l'antenne, mon bon papy. Et voilà, donc retrouvez-nous. J'ai juste oublié le site officiel, catchup.lepodcast.fr, et là, je suis complet. Il ne me reste plus qu'à remercier mon tag team partner gériatrique of the day. Merci, mon papy. Eh bien, merci, tonton, pour cette review, ma foi, fort complète, avec des descriptifs de qualité et magnifiquement complets. Voilà, je ne sais que dire, je ne sais que dire. Et sinon, à nos suiveurs, n'oubliez pas le hashtag on veut Ajus à Catch-Up. Nous voulons des millions de retweets et de machins chouettes là, hein. Ouais, hashtag Ajus is Catchup. Voilà, on veut. Hashtag Ajus is Catchup. Oui, c'est ainsi qu'on va vous laisser. On va vous souhaiter une bonne semaine pleine de catch en ligne. Hein, vous avez vous avez un gros super catch-up qui a été tenu par l'ignoble Ringside et l'archange Géliel. Allez, écoutez ça. À venir cette semaine, l'Euro, le SmackDown. Allez, cette fois, c'est bien fini. On vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne semaine encore pleine de catch. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut papy. Salut tonton et salut à tous. Et salut papy de catch. Hashtag Ajus is Catchup. Collez ça partout dans les commentaires, Instagram, Facebook, Twitter. Mettez des affiches sur les murs, taguez les murs de vos voisins, écrivez sur les voitures avec des tournevis. On veut Ajus à Catch-Up.